L'équipe de Paris a lancé une réflexion sur les femmes et l'argent au sein de PWN à l'international. Ce réseau de femmes compte plus de 3500 membres dans 19 pays. Nous avons constaté que la littérature sur ce sujet est très limitée et renvoie le plus souvent à des stéréotypes, les femmes entretenues ou héritières. Nous avons voulu creuser la question. Ce documentaire est la synthèse de nos travaux. Alors parlons d'argent, ensemble, carte sur table. Les think tanks chez PWN ont pour objectif principal d'apporter de la matière à penser pour aider les femmes à développer leur autonomie et développer toute leur carrière de façon libre. Le lien, du coup, s'est fait naturellement avec ma vie personnelle. Je viens d'une famille avec des lignées de femmes. Mes arrière-grand-mères travaillaient, mes grands-mères travaillaient, ma mère, évidemment, travaillait. J'ai 2 sœurs et on a toujours été élevés dans ce principe fondamental que le travail, c'est l'assurance vie et c'est l'autonomie financière qui donne la liberté. J'ai souhaité participer à ce projet Women and Money parce que l'expérience de ma vie a fait qu'à un moment donné, j'ai été amenée à me poser des questions. Un de ces événements était par exemple que pendant mes études, j'ai gagné mon argent en tant que joueuse professionnelle de volley-ball. Et je me suis vite aperçue que les garçons qui jouaient au même niveau que nous, qui remplissaient aussi bien les salles que nous, gagnaient quand même nettement mieux leur vie. Quand j'ai vu que le projet Women and Money était annoncé, je me suis dit ça c'est pour moi parce que c'est pas vraiment mon sujet préféré et je n'ai pas eu l'éducation pour parler d'argent et pour moi ça a toujours été une question. Donc je me suis dit c'est le moment, les enfants sont grands, j'ai plus de temps, je vais m'occuper de mes affaires mieux et peut-être que c'est le moment aussi de penser à mon avenir. Donc je me suis dit on va y aller à fond et parler d'argent. Voilà. Rappelons que l'histoire de l'argent personnel des femmes est très récente. Cela fait à peine 50 ans qu'elles sont autorisées à ouvrir leur compte en banque sans demander la permission à leur mari. Laurence Bachmann a fait sa thèse sur l'argent dans le couple. Elle nous donne un premier éclairage. Les femmes ont toujours été exclues de l'argent. Dès l'industrialisation, elles sont associées à la sphère privée et les hommes au travail de production. Et en fait, ce sont les hommes qui vont exclure les femmes de l'argent. Les réformateurs, les ouvriers salariés vont se battre pour que les femmes n'accèdent pas à ce salariat. Donc ils vont développer tout un ensemble de notions comme la notion de salaire familial. L'argent gagné par les hommes est un salaire familial, il est central, il a une valeur suprême, on ne le touche pas. Alors que du côté des femmes, l'argent des femmes est un salaire d'appoint, c'est le petit plus, mais ils n'en ont qu'un cas fondamental, donc on peut toujours le remettre en question. À cette époque, les hommes vont aussi s'appuyer sur la notion de nature qui lierait les femmes en fait viscéralement à la sphère privée, c'est-à-dire qu'en disant que finalement les femmes étant les seules à pouvoir porter des enfants, elles vont être les responsables de cette sphère privée. Aujourd'hui, l'association des femmes à la sphère privée et des hommes à la sphère professionnelle persiste. Après ces premiers constats, comment encourager les femmes à parler d'un sujet aussi intime que l'argent ? La philosophie nous permet-elle de nous questionner autrement ? Flora Bernard nous donne des clés pour y réfléchir. On a toutes un certain nombre d'évidences ou de préjugés non questionnés sur l'argent. L'argent fait le bonheur, plus je gagne d'argent, plus je pourrais m'acheter de choses matérielles. Le montant que je gagne correspond à ma valeur, par exemple. Voilà, un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir sur l'argent. Et le fait de libérer la pensée sur l'argent permet ensuite de libérer la parole sur l'argent. S'attacher à définir ce que c'est que l'argent me semble aussi important parce que c'est aussi quelque chose qu'on questionne assez peu. Et de fait, intuitivement, c'est comme le temps. Si je ne te demande pas ce que c'est que le temps, tu sais ce que c'est. Et puis si je te demande de me le définir, c'est très difficile de le définir. Comment aider les femmes à s'emparer de ce sujet de l'argent ? Je pense que la première chose à faire, ce serait qu'elles puissent réfléchir à leur propre rapport à l'argent. Pour le philosophe Georg Simmel, l'argent est un témoin de notre rapport au monde. Alors je pense un premier moyen, ce serait par rapport à ces 4 personnages conceptuels que je propose de présenter très rapidement, de se dire tiens, où est-ce qu'on se situe déjà soi ? Le premier personnage conceptuel de Simmel, c'est l'avare. Alors l'avare, il valorise l'argent comme une puissance potentielle. Il accumule l'argent, ce qui l'intéresse, c'est de l'accumuler, c'est pas forcément de le dépenser. Le prodigue, le deuxième personnage conceptuel,
il dépense. Le troisième personnage conceptuel, c'est l'ascète. L'ascète se méfie de l'argent. L'argent est un grand tentateur qui éloigne le travail de chacun d'entre nous pour se libérer son âme. Et puis le quatrième personnage conceptuel, c'est le cynique. Pour le cynique, tout peut s'acheter. Et donc le cynique ramène toutes les valeurs à une seule et même valeur. Le sujet de l'argent est un sujet très intime. Et c'est précisément pourquoi c'est un sujet dont il est difficile de parler avec ses proches. Donc une des manières, je pense, pour pouvoir en parler, c'est de décentrer les conversations qu'on peut avoir sur l'argent, questionner les évidences qu'on peut avoir sur l'argent, et puis de s'attacher à définir qu'est-ce que c'est que l'argent. D'avoir cette conversation-là, à mon avis, peut ensuite aider à revenir à son propre point de vue personnel et intime, et permet de dédramatiser peut-être les conversations qu'on peut avoir sur le sujet. Oui, il faut dédramatiser et oser parler d'argent librement autour de soi. Écoutons le témoignage de Guylaine Gunge, qui vit et travaille entre le Danemark et la France. Je me souviens très bien la motivation ou la réalisation, je dirais, de la relation de l'argent que je pouvais avoir est venue une dizaine d'années quand une de mes tantes danoises m'avait donné un livre dans les mains dont le titre est « Woman, don't ask ». Et ça m'a fait réaliser qu'il fallait se prendre en main, en fait. Et même si j'avais toujours une conception d'un certain niveau d'égalité entre hommes et femmes, etc., parce que de fait de mon éducation, j'ai jamais ressenti de différence entre mes frères et moi. J'ai tout d'un coup réalisé que je posais pas forcément cette question, que j'exposais pas forcément ce dont j'avais envie et que je ratais certainement quelque chose. L'ONU montre que seulement 1% des richesses mondiales appartiennent aux femmes. Un chiffre ridiculement faible au regard du travail quotidien qu'elles effectuent. Pourtant, au cours de leur carrière, les femmes gagnent de l'argent et devraient pouvoir se constituer une épargne pour elles-mêmes. Françoise Neige nous explique pourquoi leurs relations avec les banques sont si complexes. J'ai eu l'intuition que les femmes avaient une approche différente de la gestion de leur patrimoine, qu'elles avaient un rapport à l'argent qui était différent de celui qu'avaient les messieurs. Ce qui était le plus frappant, c'est que toutes ces femmes n'étaient pas très à l'aise dans leur relation avec leurs banquiers. Alors c'est vrai que la banque, c'est encore beaucoup un monde d'hommes, et les femmes, quasiment toujours, se sentaient pas bien comprises, avaient l'impression qu'on ne les écoutez pas. Depuis une période très récente, les femmes ont envie et surtout ont les moyens, ont la possibilité de gérer elles-mêmes leur patrimoine. Donc moi, je crois aujourd'hui qu'on ne peut plus exercer ce métier de conseil en gestion de patrimoine sans s'adresser à des femmes qui, clairement, aujourd'hui, ne sont pas forcément satisfaites de leur relation avec leurs banquiers, parce que je crois que les banquiers ont encore aujourd'hui beaucoup des codes qui sont des codes masculins, parce qu'ils projettent leur propre rapport à l'argent dans leur relation avec leurs clientes. Les femmes sont prévoyantes, elles se projettent dans la durée. Donc elles attendent vraiment qu'on les conseille et qu'on les accompagne dans la durée, en faisant des simulations à long terme. Ça, c'est une chose importante. Elles ont envie de transmettre, elles souhaitent transmettre leur patrimoine à leurs enfants. Et donc, elles ont souvent des difficultés à mettre le curseur au bon endroit entre leur souci de prévoyance, c'est-à-dire de financer à très long terme leur train de vie, de payer leurs impôts, et puis ce souci aussi de transmettre de son vivant. Donc elles ont vraiment besoin qu'on les aide avec des simulations chiffrées, avec des planifications financières. Elles ont besoin qu'on communique, elles ont besoin de comprendre. Les femmes ont besoin d'avoir les clés et de bien comprendre pour pouvoir faire confiance. Moi, j'ai le sentiment que pour les hommes, l'argent est quand même souvent synonyme de pouvoir, de puissance, de reconnaissance sociale. Pour les femmes, j'ai le sentiment que l'argent représente plus la sécurité et le bien-être de leur famille. Et d'ailleurs, souvent, les hommes sont plus prêts à prendre beaucoup de risques pour gagner de l'argent rapidement, alors que les femmes vont plus être dans une attente d'un rendement régulier dans la durée, avec un risque qui va être maîtrisé, qui va être contrôlé, qui va être mesuré. Regardons l'évolution des cours en dollars des grandes classes d'actifs depuis 1969. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que les actifs peu risqués, ils évoluent de manière très très régulière, sans à-coups. Mais voilà, entre 69 et 2015, voilà où on se situe, on n'a pas gagné grand-chose. Là, on a des actifs qui sont beaucoup plus volatiles, mais sur longue période, regardez, l'écart de gain, il est quand même très très sensible. Je trouve que là, on résume très très bien ces trois notions de liquidité,
de risque et d'horizon d'investissement. Donc ce graphique, il faudrait toujours l'avoir en tête quand on fait des investissements parce qu'à mon avis, il est vraiment, vraiment essentiel. Je trouve que les femmes, et nous toutes, on n'a pas assez confiance en nous. On n'a pas de raison de ne pas avoir confiance comme ça. Vous savez, j'ai été frappée, il y a une étude de la BPI, les résultats de cette étude étaient frappants. C'est-à-dire les femmes entrepreneurs, elles voient tout en plus petit que les hommes. Elles ont beaucoup plus peur de l'échec, elles lèvent moins de capitaux. Et bien ça encore, c'est un des nombreux symptômes de ce manque de confiance en nous qu'on a toutes, nous les femmes. Donc voilà, moi, ma fille, je voudrais lui dire d'avoir confiance en elle, d'oser. Je pense qu'être une femme est un grand atout et il faut qu'elle en soit bien consciente. Certaines femmes ont pris conscience de l'importance de bien gérer leur patrimoine. Roberta Toniolo nous fait partager son expérience d'investisseuse avisée. I have to say that in a certain point of my life, my relationship with the money changed dramatically. And if you want, the opportunity was important but stupid. I always was not very interested in manage money, just more interested in spend money, and let before to my parents and then to my husband to manage my money, the money that I had and was part of my benefits. More or less 20 years ago, I entered in a big American corporation and part of my salary was with a stock option. So I become conscious at the moment that I can do something different. So I started to say, okay, I have a stock option because the company give me stock option. I can also invest a part of my salary in stock, and I started to have a completely different relationship with money. So starting from this point on, I become conscious of what I want to have, what I want to achieve, how to manage my money, and having then direct contact with the bank, decide where and when invest, discussing with the banker what to do, what not to do. I have to trust on the people that give me advice, but it's something where I am interested very deeply, so not only spending, but also investing now. Bien gérer son argent, ça s'apprend. Nous sommes allés interroger Sandrine Kilissi pour qu'elle nous donne des conseils précis. Elle nous dévoile les règles d'or à suivre. Les femmes, c'est vrai, manifestent une certaine appréhension vis-à-vis de leur banquier et vis-à-vis de la banque privée en général. Il faut dire que le milieu de la finance est quand même un milieu assez masculin. Alors, fort de ce constat, nous avons décidé d'organiser un certain nombre d'événements, surtout des ateliers, dont l'objet est d'informer les femmes sur tout ce qui a trait au milieu de la finance et à la gestion de patrimoine. Pour une femme qui veut placer des capitaux financiers, en premier lieu, il faut d'abord commencer par définir ses objectifs, définir ses besoins, définir son rapport au risque, en matière de finance c'est très important, mais également définir son horizon de placement. Une fois qu'on a défini tout cela, il va falloir déterminer la manière dont on va structurer son capital. On va devoir tout d'abord déterminer quel est son capital de court terme, celui qui va financer les besoins en train de vie, le paiement des impôts, les dépenses courantes. Ensuite, déterminer la part de ce capital que l'on va vouloir placer dans un horizon plus moyen terme, c'est ce qu'on appelle le capital de réserve, qui va pouvoir servir à pourquoi pas financer une acquisition immobilière ou bien les études des enfants. Et enfin, déterminer la part du capital excédentaire, qui est un capital beaucoup plus long terme et dont l'objet ici va être de constituer ce que l'on va transmettre aux enfants ou tout simplement constituer sa future retraite. Et là, vers quoi va-t-on aller ? Vers un plan d'épargne en action, vers une assurance vie qui allie le côté long terme et également transmission. Est-ce qu'on reste en compte titre ? Donc là, tout ça va dépendre des objectifs que l'on aura préalablement définis. Donc si je suis face à moi quelqu'un qui a un profil prudent, on va rester sur des placements de type obligataire, très sécuritaire. Maintenant, si j'ai un profil de risque un peu plus équilibré, donc là, on va essayer de faire une balance entre la partie obligataire et la partie action. Et puis, pour un capital, par exemple, de long terme, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques, d'avoir un profil un peu plus dynamique. Et dans ce cadre-là, on va privilégier une allocation action. Ce qui me paraît très important, c'est qu'il ne faut jamais investir sur un produit financier
que l'on ne comprend pas. Dès lors, il est impératif de s'informer, de ne pas hésiter à poser les bonnes questions à son banquier, donc lire la presse spécialisée et puis surtout définir de manière extrêmement précise ses objectifs parce que c'est la base de tout. Il est capital de s'entourer de personnes de confiance pour prendre de bonnes décisions. Quand vient le moment de fonder une famille, les choses peuvent se compliquer. Caroline Gaucher nous alerte sur le rôle essentiel des notaires. J'ai l'habitude de dire que le notaire est le généraliste du droit. Pourquoi généraliste du droit ? Parce qu'on a un champ de compétences qui est extrêmement large. On va conseiller les familles en matière de contrat de mariage, en matière de divorce. On va conseiller les familles aussi dans l'achat ou la vente de leur résidence principale, résidence secondaire. Est-ce qu'il faut constituer une société civile ou est-ce qu'on achète en direct ? On conseille aussi les familles en matière de transmission du patrimoine, les donations, quand on anticipe, les successions, les rédactions de testaments. Alors on a un véritable devoir de conseil par rapport aux couples, aux femmes bien sûr, puisqu'elles posent souvent des questions un petit peu spécifiques effectivement. Première question, c'est par exemple pour les contrats de mariage. On a souvent des jeunes qui viennent nous voir avant de se marier et c'est vrai que c'est difficile pour eux d'envisager une séparation de biens. Les femmes souvent veulent un régime communautaire, que tous les biens soient communs, donc tout ce qu'on va acheter après le mariage soit dans la communauté. Alors à nous notaires de bien les conseiller et de leur demander est-ce qu'il y a une profession à risque ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera chef d'entreprise ? Est-ce que l'un des deux exerce une profession libérale ? Si c'est le cas, il faut faire très attention à la communauté, donc à notre régime légal aujourd'hui. Puisque dans ces cas-là, la communauté est le gage de tous les créanciers. En fait, avoir un bon contrat de mariage, c'est quoi ? C'est savoir se protéger des créanciers, savoir se protéger en cas de divorce, mais c'est aussi savoir protéger l'autre en cas de décès. C'est tout ça un bon contrat de mariage. On a souvent l'impression qu'un acte notarié, c'est un contrat type, que tout le monde a le même acte notarié. C'est pas vrai. Il y a des matières juridiques où le sur-mesure est possible, notamment en matière de contrat de mariage. Nous, notaires, nous devons poser les bonnes questions pour que chaque couple ait le bon contrat de mariage. Il faut vraiment venir avec les bons objectifs, dire au notaire voilà ce qu'on ressent, ce que l'on veut, et au notaire de traduire juridiquement. On fera ainsi de manière complètement différente pour des familles recomposées et des familles non recomposées, pour des familles où il y a un patrimoine important avant le mariage et ou des familles qui n'ont pas de patrimoine avant le mariage, à nous de nous adapter. En matière de donation et d'anticipation de la transmission du patrimoine, on peut avoir deux typologies de femmes très différentes. On a des femmes qui ne peuvent pas donner, parce qu'en fait, il y a un peur de manquer dans l'avenir. Et puis, on a des femmes qui sont très différentes et qui ont un vrai besoin, qui sont très généreuses et qui veulent trop donner. Alors, nous, notaires, on doit les protéger et leur dire que plus on vieillit, plus on a besoin de ressources, c'est bien de donner, c'est bien d'anticiper. Donner trop, c'est pas bon. En matière de droit, oui, le sur-mesure est possible. Mais comment prévenir les aléas de la vie ? Comment avoir des idées claires pour bien se protéger? Okay, I work all night, I work all day, I pay the bills I have to pay, ain't it sad? This particular sentence inspires me. We are living, at least in Western Europe, in societies where more than half of the marriages at some point in time break up. People go separate ways. Reality of many women is that they are either alone or with small children. They have to hold down a job, have many other commitments. Maybe those that don't have children look after elder parents or family relatives. And it is really true that even if they have a decent salary, they end up to have barely enough to pay their bills, which makes actually to look after money for hard times very difficult. My advice to women regarding money would be do your homework, do your research, and always consider that the wonderful life you may have today might abruptly change, maybe into another wonderful situation, but it also can go differently. So make sure that you know what you talk about when you speak about money, and especially what are the provisions that you made for yourself.
la retraite est un vrai sujet d'actualité. Parlons avec Pascaline Lebert de Prévoyance. À partir de quel âge faudrait-il commencer concrètement à épargner ? Alors, ce qui est important d'abord en matière de retraite, c'est de ne pas oublier que la rémunération d'aujourd'hui et la rémunération tout au long de sa carrière est importante et va conditionner la rémunération de la retraite. Une autre approche d'une amie, expert comptable, a été de dire que lorsqu'elle a fait le calcul pour elle-même de différentiel parce qu'elle avait eu pris des congés parentaux, parce qu'elle avait été pris un temps partiel et malheureusement un divorce, elle avait en global perdu 5 à 7 années de salaire. Donc voilà, l'attention primordiale pour moi, c'est de faire attention à ces rémunérations, aussi bien pour les femmes salariées que pour les entrepreneurs. En matière de retraite, je dirais que les outils à disposition sont assez vastes. C'est par une étude personnalisée à un moment donné, en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on a fait et de ce qu'on veut, qu'on peut à ce moment-là choisir les différents outils financiers qui sont à notre disposition, que ce soit de l'assurance vie, que ce soit les contrats retraite Fillon, plan d'épargne retraite populaire ou Madelin, ou un achat immobilier pour retirer des revenus par des loyers, etc. Vraiment, on a toute une panoplie. Pour faire simple, je dirais qu'il est raisonnable de commencer à penser à sa retraite à partir de 35 ans. Pourquoi ? Parce qu'en matière de retraite, justement, le temps est notre ami. Et plus on investit tôt, même pas beaucoup, mieux c'est. En sous-bassement, toujours, le projet de retraite doit toujours être un projet à terme pour lequel on doit s'habituer dans sa tête à consacrer entre 5 et 10% de son salaire annuel. Je pense que pour une femme, il est très difficile de se projeter parce que du fait qu'elle veut être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne fille, elle pense à beaucoup de choses et elle oublie de penser à elle-même. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, c'est que la femme n'aime pas beaucoup amasser pour amasser. C'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Donc ce qui est important pour elle, c'est d'avoir des projets concrets, qu'elle puisse illustrer ce que j'appelle un petit peu les projets de vie. Alors elle arrive à se projeter plus facilement parce que ça devient concret et ça porte du sens. Je pense que pour les femmes, le sens est très important dans la façon dont elles vont pouvoir utiliser leur argent. Je pense que mon métier, c'est d'aider les femmes justement à prendre conscience de leur situation, à prendre conscience de leurs risques, mais aussi à éteindre leur anxiété. Il est plus facile de gérer nos ressources lorsque nous avons un objectif à atteindre bien défini. En revanche, attention, la famille à géométrie variable peut avoir un impact sur la retraite et la succession. Voici le témoignage personnel de Martine Van Vent. Alors ce qui est clair, c'est que moi je l'ai vécu, la famille recomposée, c'est très particulier. Ce que disent les notaires, et je trouve que c'est très intelligent, c'est qu'il faut vraiment avoir tout réglé de la façon la plus propre que possible quand on se remarie et qu'on a des enfants de 2 lits ou même des enfants d'un côté et pas de l'autre. Ce qui est très compliqué sur les familles recomposées, c'est les relations qu'on peut avoir avec ces beaux enfants. Quand il y a une famille recomposée, il y a forcément un contrat de mariage. Aujourd'hui, je gagne plus d'argent que mon mari et je pense que j'ai un patrimoine qui est tout aussi important que le sien, voire plus gros. Le jour où je vais décéder, mes 2 beaux enfants ne toucheront rien. Alors que ma fille va tout toucher. Donc elle va toucher 1/3 de son père et la totalité de moi. Et je sais que ça va lui poser un problème parce qu'elle considère que c'est injuste. En cas de divorce, la pension de réversion, si une des personnes a eu 2 conjoints, elle est partagée entre les 2 conjoints au prorata du temps de mariage. Et c'est très intéressant parce que j'ai une tante qui avait divorcé, qui était restée mariée très très longtemps, et elle a eu une pension de réversion supérieure à la pension du divorce parce que l'autre femme était restée très peu de temps avec son ex-mari, et donc elle était ravie sur tous les plans. Je trouve ça très marrant. Pour éviter les mauvaises surprises, il est nécessaire de bien connaître la loi et ses propres droits. En Pologne, l'équipe locale de PWN a mené son enquête. Jowita Bukowinska nous décrit le comportement des femmes polonaises. The official data in Poland says that the differences between men and women's salary is less than 10%. The situation of women in Poland is similar to women in the rest of Europe. However, there are some differences. For example, they don't take care of their spendings. Mostly they spend all of the money. They don't have assets in their personal name. And less than 1/3 thinks about retirement and has some security for the future. It is important to have
financial assets on their own and don't rely on a partner or anything. You have to take care of yourself and take care of your finance. Money means independence, satisfaction and security. Il faut encourager toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur pays, leur culture, à faire un meilleur usage de l'argent pour préserver leur indépendance, leur avenir et leur liberté. Laurence Bachmann nous donne des clés. Le travail des femmes est légitime, mais il est sous condition, dans le sens que d'abord, elles doivent répondre aux responsabilités familiales. Par exemple, lorsqu'un enfant est malade, ça va être la première qui va ne pas venir travailler plutôt que le conjoint. Le salaire du mari est perçu comme beaucoup plus légitime que le salaire de l'épouse, cela même si la femme gagne plus d'argent que le conjoint. Et puisque les femmes ont toujours été exclues de l'argent, ça explique aussi aujourd'hui des comportements des femmes en entreprise qui ont de la difficulté à demander des augmentations à leur employeur. Ce geste n'est pas forcément légitime dans le sens que le couple femme et argent est fragile. Du côté des hommes, demander une augmentation de salaire est quelque chose qui va de soi, qui est évident, qui est valorisé d'ailleurs. Faire ce geste, c'est vraiment perçu comme quelque chose de tout à fait légitime. Du côté des femmes, elles sont associées à la sphère privée, donc elles vont être confrontées à ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc elles vont pouvoir gravir les échelons, mais jusqu'à un certain point. Du côté des hommes, on parle d'escalier roulant. Et j'aime bien cette expression parce que ça montre vraiment le processus où des hommes qui ne demandent pas forcément à gravir les échelons vont être tout d'un coup nommés ou obtenir des promotions. Cela fait 50 ans que les femmes sont entrées en masse dans le salariat. Et pourtant, Ulrike Lehmann, ancienne sportive de haut niveau, nous raconte sa première confrontation avec les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Pendant mes études, je gagnais mon argent en tant que professionnelle de volley-ball. Et je me suis vite aperçue que les salaires qui étaient versés aux femmes étaient nettement inférieurs à ceux que touchaient nos homologues masculins. Les garçons avaient donc des salaires mensuels fixes plus importants que les nôtres, mais ils touchaient aussi des primes de match. Grâce à ces gains réalisés, ils ont pu investir dans des projets d'envergure, l'un notamment a acheté donc une plage sur la Croisette à Cannes, alors que moi, je débarquais dans ma vie professionnelle sans un sou devant moi. Autre point un peu plus drôle, si j'ose dire, c'est que par exemple pendant les tournois de l'été, les garçons gagnaient des chaînes hi-fi qui se vendaient très bien à la cité universitaire, alors que nous gagnions des aspirateurs. Alors, beaucoup plus difficile à vendre. Aujourd'hui, les choses ont-elles évolué ? On constate encore jusqu'à 20% d'écart de salaire en moyenne. Nous avons demandé à Viviane de Beaufort comment les choses se passent pour ces étudiantes diplômées. Comment pourrions-nous mieux armer nos filles ? J'ai réalisé il y a 2 ans maintenant que les Miss, si diplômées soient-elles et sortant souvent majeures, dès le premier job, se retrouvent avec des propositions de moins de 15%. Cherchez l'erreur. Donc oui, ça veut dire que même sur cette génération que je pensais affranchie de ces questions, il y a un vrai sujet. Cette année, on a fait un pilote avec un coaching spécialisé sur la négociation salaire-carrière. Et l'enjeu, c'est de le déployer sur toutes les diplomables qui sortent. Et j'espère qu'au moins, cette partie du problème, qui est un problème d'individu, va être réglée. Après, il y a la question du système et de la manière dont elles envisagent que c'est normal de présenter un salaire de l'ordre de 15% de moins. C'est un autre sujet important. Nous devons être toutes très vigilantes dans la négociation de nos augmentations de salaire et de nos demandes de promotion. Voici l'éclairage d'Aurore Deloy qui conseille les entreprises pour leur politique salariale. Alors, la plupart des clients avec lesquels on travaille mettent en place des politiques de rémunération, c'est-à-dire qu'on va analyser, évaluer le niveau de responsabilité d'un poste par rapport à un certain nombre de critères. On va pouvoir classer les postes les uns par rapport aux autres et obtenir ce qu'on appelle un système de classification. Alors je pense que ce qui est très important pour une femme en particulier, mais pour tout le monde aussi, c'est vrai, c'est de bien se connaître, de bien connaître aussi le poste qu'on occupe, quelles sont les attentes et en quoi toutes les compétences, toute l'expérience, l'expertise qu'on a réussi à acquérir, comment est-ce qu'on peut les mettre en avant, les valoriser
puisque, je dirais, l'entreprise, elle va regarder plusieurs choses. Elle va regarder déjà la maîtrise du poste. Dans quelle mesure la personne, le titulaire, ou bien sûr là on parle des femmes, réussissent à mettre en avant les compétences, l'expertise qu'elles ont acquis au cours de leur carrière. L'entreprise va aussi, leur manager, va regarder la performance durant l'année. Donc ça, c'est par rapport à un certain nombre de critères qui ont été établis, mais bien souvent, c'est lié à des projets qu'on a menés, c'est lié à des missions un peu exceptionnelles qu'on a pu mener durant l'année, à des objectifs qui avaient été fixés. Et ça, c'est important que les femmes aient en tête des événements, des chiffres, des missions qu'elles ont menées et qu'elles puissent arriver avec des éléments factuels. On utilise souvent « je ne sais pas bien me vendre ». Ce n'est pas une question de se vendre, c'est plus une question de faire connaître les réussites qu'on a faites et puis le rendre visible dans l'entreprise à travers soit des emails, soit des événements festifs, de célébration de ces succès. Et bien souvent, le management est très intéressé par le fait de connaître ces projets, ces réussites, parce qu'il ne faut pas croire que dans l'entreprise, tout se sait. Certaines organisations mettent en place des politiques de compensation pour réduire les écarts de salaire. Mais comment les femmes peuvent-elles être certaines d'être payées à leur juste valeur ? Odile Pellier nous donne son point de vue. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer. Première chose, effectivement, un homme et une femme qui occupent le même poste, gagnent-ils la même chose ? C'est la première question. Et c'est ce que laisse supposer, en tout cas, quand on dit 20% d'écart de rémunération, on suppose que ce n'est pas le cas. Moi, ce que j'observe, c'est que ces 20% d'écart de rémunération, ils viennent aussi du choix des métiers faits par les hommes et les femmes. Ce que j'observe moi en entreprise, c'est que très souvent, les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes métiers. Conséquence directe, ils n'ont pas le même niveau de responsabilité et on voit très bien que ça conduit à des écarts de rémunération. Il faut se dire, si j'ai 20% d'écart de rémunération, d'où vient l'écart ? Prendre le temps de l'analyse avant d'en conclure sur une nécessaire différence liée au genre. Par contre, quand il y a différence liée au genre, là, il faut savoir prendre des mesures et je crois que quand même, depuis quelques années, un certain nombre d'entreprises se sont engagées à mettre en place, par exemple, des enveloppes pour réduire ces inégalités. La négociation est un moment délicat. Les conseils d'Odile Pellier nous seront utiles pour obtenir le salaire souhaité. On aimerait être reconnu sans avoir à le demander. Mais ce qu'il faut, je crois, intégrer, c'est le fait que ce qui peut être une évidence pour soi ne l'est pas forcément pour son entourage. Et demander, c'est finalement faire partager aux autres son besoin, l'exprimer, et c'est forcément à un moment donné l'étape nécessaire pour obtenir satisfaction. Pour le faire, ça nécessite de se préparer, on l'a vu, rechercher des informations sur les pratiques du marché, mais pas seulement, avoir pleinement conscience de ses réalisations, de ses projets, réfléchir à ses objectifs, à sa demande, à ses arguments. Il ne s'agit pas de se plaindre d'un niveau de rémunération qu'on considérait comme insuffisant, mais bien évidemment d'exprimer une demande, donc un souhait, un besoin, avec des arguments à l'appui, mais rester à l'écoute. Peut-être que la demande ne sera pas entendue la première fois, pour autant elle n'est pas illégitime. Donc si elle n'est pas entendue la première fois, essayez de comprendre pourquoi. Et puis se préparer à ce qu'il y ait des objections. Tu sais bien, je comprends ta demande, mais ce n'est pas moi qui décide. Et là, bien évidemment, parfois la tentation est de s'en arrêter là. Non, oser dire, c'est pas toi qui décides, mais c'est bien toi qui proposes. Si c'est toi qui proposes, est-ce que tu es d'accord pour proposer, etc. Et si son interlocuteur n'est pas d'accord, ce qui peut arriver, tu n'es pas d'accord, pour quelle raison ? Que penses-tu qu'il faudrait que je fasse pour que ma demande puisse être acceptée ? Enfin, voilà, je crois qu'il y a tout ce travail-là à faire pour se donner les meilleures chances de succès, bien se préparer. Peut-être travailler aussi l'expression. Souvent, on dit « on n'a pas le courage ». Mais est-ce qu'on n'a pas le courage ou est-ce qu'on n'a pas les mots pour le dire ? Donc, ne pas hésiter non plus en amont de jouer la scène pour être complètement à l'aise avec sa propre demande et en étant convaincu, on sera probablement plus convaincante. Et dans une banque d'affaires, comment cela se passe-t-il ? Les femmes dirigeantes savent-elles gérer leur clientèle, leur carrière, leur rémunération ? Marianne Allier nous raconte.
Alors, le monde bancaire, au cours des 20 dernières années, en termes de féminisation, a pas mal changé. Moi, j'ai des souvenirs de stages dans des banques où les femmes étaient cachées dès qu'il s'agissait de manipuler des grosses sommes d'argent parce que ça ne faisait pas sérieux. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. On a quand même cette montée du nombre de femmes dans le monde financier, y compris à des postes de responsabilité. Il est vrai que quand on va à des séminaires ou qu'on est invité à des déjeuners dans le monde professionnel, les femmes sont en forte minorité. Il m'est souvent arrivé d'être la seule femme à des déjeuners ou d'être très minoritaire dans un monde où ils sont tous habillés en costume cravate noir et bleu marine. Dans l'asset management, nos clients peuvent être à la fois des femmes et des hommes. Il n'y a pas forcément de différence parce que les femmes sont aussi techniques que les hommes ou aussi peu techniques. Et puis, on va trouver des femmes compétentes et des femmes incompétentes, un peu comme chez les hommes. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une grosse différence de façon d'aborder. C'est probablement plus l'extra-professionnel sur lequel on voit une différence, où typiquement, c'est compliqué de ne faire des invitations qu'au foot et au rugby quand vous invitez vos clients et que vous avez des clientes, parce que, même si c'est un peu cliché, les femmes, a priori, ont moins d'intérêt à aller voir un match de rugby ou de foot que les hommes. Il faut qu'on ait des femmes au poste de responsabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on impose, mais qui est plus de dire, voilà, vous êtes une femme, vous avez envie d'avoir accès à ces postes-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à y arriver, quels sont les codes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment on se comporte. On pense très simplement à comment on fait pour aller demander une augmentation quand on est une femme, comment font les hommes, pourquoi ils les obtiennent et pas nous. Et puis après, il y a toute la démarche plus RH qui est de faire attention qu'au niveau salarial, il n'y ait pas des différences, qu'il n'y ait pas des promotions qui soient dues uniquement au fait que c'est un homme et pas une femme, à respecter une certaine égalité et mixité dans les équipes. Donc tout ça, ça fait partie du travail de RH qui est mis en place d'une façon un peu quotidienne et qui est suivi par des gens dont la diversité est le titre de leur fonction. Il existe d'autres tactiques pour augmenter sa rémunération. Voyons la stratégie adoptée par Carolina Gianardi pour obtenir un salaire en adéquation avec son niveau de responsabilité. As a woman, I'm much more interested in the content of my job and the fact that I can deliver, I can make an impact. But I think then at a certain point in your life, you understand that you are at a certain level of seniority, so you want also to be recognized from a financial perspective. And I think at this point you discover much more this gap, because before you were not paying too much attention, and when you do, you realize that this is the case. Also because, again, for what I said before, probably women don't tend to ask for salary increase and don't put too much pressure on the employer to have also financial recognition. We think we do well, we need to get well paid, but that's not the case, and it is getting again more and more evident as you go up in more senior positions. If for my same position somebody else is paid a little bit more, because sometimes it depends also where you are coming from. For example, I've been growing my salary because I've been changing company, and when you keep changing companies, it's easier to get also a salary increase. When you grow in the same company, then a lot of things are considered as forgiven. And that is where it's difficult. It's something I'm currently thinking about because I'm in a phase of my life and my working life where this subject is becoming more relevant than in the past. Il reste encore du chemin à parcourir pour que les écarts de salaire ne soient plus un sujet. Pour cela, il faut avoir confiance en soi et réclamer. If I could suggest to women is to never give up about earning the same as men. We deliver also more than men. We work also more efficient than men. Not many hours more, but much more efficiently because we take care also of our children and of our families. We should fight to obtain an equal salary with men, above all in the same positions, and be bold and also always ask for promotion and feel secure, feel self-confidence, because our culture has been a masculine and macho culture for too long, and we have to change the culture now and together. La création d'entreprises peut être une alternative au salariat.
Sonia Richardson témoigne de son changement de carrière en passant du statut de salarié à celui d'entrepreneur. It was quite a big step because you go from a very safe, let's say, risk-free in terms of financial, the financial perspective place to a slightly more risky place where you need to bring in your own business. However, that never felt to me like it was going to be a big risk. It was something that I felt I should do, and we're now 6 years on, and I'm very happy that I made that choice at that time. So the only thing that really didn't go completely according to my plan when I started my own business was the fact that I became pregnant, which was something that we wanted, but it was slightly faster or quicker than we'd expected. But apart from that, I think everything did go according to plan, and I would say, from a financial perspective, it has only been a beneficial step that I've taken. Notre étude montre que les créatrices d'entreprises ont un profil spécifique. Elles ont de l'audace, sont concentrées sur leur vente et sur le chiffre d'affaires. Parlons-en avec Evelyne Platnik-Cohen. En tant que femme, j'ai choisi de créer mon entreprise parce que j'ai eu une carrière assez fulgurante dans un grand compte, sans un gros diplôme, puisque j'avais un bac+2, et donc j'ai vite vu le plafond de verre. Et quand il a fallu changer d'entreprise, en 3 semaines, j'ai compris que c'était mon entreprise que j'allais monter. Vous croyez que ça va aller très vite, mais c'est faux. Ça ne va pas aller vite au départ, mais par contre, il y a un moment donné, vous appuyez sur un bouton et tout ça doit exploser dans le bon sens du terme. Je crois que quand on veut être entrepreneur, il faut qu'on comprenne que la première fonction d'un entrepreneur, c'est une fonction commerciale. Point. Vous avez une expertise, vous avez envie de le faire savoir, vous avez envie de développer, vous l'avez votre expertise. Donc aujourd'hui, il va falloir la vendre. Donc la première chose, c'est est-ce que je suis un bon commercial? Est-ce que je sais vendre? Est-ce que je sais prospecter? Est-ce que je sais aller au-devant de mes clients, de mon réseau? Comment je manipule aujourd'hui tout ce qui tourne autour du social selling, autour du savoir-être, autour de la technique de vente? Et vraiment, le premier conseil que je dis à toutes les femmes et toutes les personnes qui démarrent, est-ce que vous savez vraiment vendre? Et vendre, c'est pas parler. Vendre, ce sont des couches de techniques qui s'apprennent et qui permettent de vous donner des super pouvoirs et de faire du chiffre. Développer ses talents commerciaux est essentiel. Véronique Di Benedetto a toujours habilement jonglé entre le salariat et la création d'entreprise. Alors pour avoir une réelle réussite économique, d'abord, il faut le vouloir. Parce que parfois, j'entends des personnes, d'ailleurs hommes ou femmes, qui peuvent être en mode un peu négatif ou plainte, et je ne sens pas chez ces personnes une vraie envie, avoir faim. Moi je dis toujours à mes enfants, il faut que vous ayez faim, il faut que vous vous sentiez dans une contrainte et que ça vous donne envie justement d'aller plus loin. Mais il faut absolument ouvrir son horizon sur d'autres possibilités. Ce que je dis aussi toujours, c'est l'argent, c'est une énergie qui doit circuler. Moi, toute ma vie, dès que je sentais que ça ronronnait un peu, je me remettais en danger en prenant de nouveaux défis et de nouveaux challenges. J'essayais toujours d'apprendre. Je pense que la curiosité, l'apprentissage est quelque chose de fondamental dans la vie d'aujourd'hui. Et donc, dans ces nouveaux rêves de demain, je souhaite redevenir entrepreneur. Et donc, j'ai un projet de me relancer dans l'entrepreneuriat. J'accepte effectivement une remise en question, de redémarrer différemment, avec une petite équipe, mais avec de grands défis et avec quelque chose qui me redonne un goût du risque beaucoup plus exacerbé, beaucoup plus fort que celui que j'ai vécu sans doute ces dernières années. Les échecs ont été à chaque fois vraiment des leçons de vie extraordinaires et m'ont poussé à aller justement plus loin. Et j'ai également dans mes échecs perdu de l'argent, j'ai eu des pertes en capital, j'ai eu des investissements qui ne se sont pas avérés positif, eh bien ça fait partie de la vie, ça fait partie de la prise de risque. En France aujourd'hui, on a un écosystème extraordinaire pour l'entrepreneuriat. On a des incubateurs, des accélérateurs, des banques qui vous accompagnent. On peut trouver des équipes. Il y a énormément d'énergie autour de tout ça parce que je pense que maintenant, dans le futur, on n'aura plus un métier, un CDI, ad vitam aeternam. On aura plusieurs types d'engagements professionnels. On pourra être en freelance, on pourra en
mode entrepreneur, on pourra être en mode salariat classique, on pourra mixer un petit peu de tout ça. Les filles, allez-y. Les femmes sont-elles différentes des hommes face à l'entrepreneuriat? Sont-elles réellement moins ambitieuses ou plus prudentes? Demandons à Viviane de Beaufort des précisions. Il y a autant de profils d'entrepreneurs que d'entrepreneureux. Là, il n'y a pas de dimension de gender. En revanche, sur la question que vous posez de l'ambition, je pense qu'il y a des caractéristiques genrées qui, je l'espère, en tout cas c'est ce que j'ose constater et que je pousse, commencent à changer avec un phénomène de génération. Je pense que souvent les femmes de mon âge ne se donnent pas forcément les moyens de réussir. Et ça, c'est un sujet. Ça va expliquer pourquoi, sur un désir d'entreprise, on est à 50-50 partagé homme-femme. Sur une création d'entreprise, on passe déjà à 30%. Et sur des entreprises dites ambitieuses, on appelle ça les entreprises de croissance, elles tombent à 8%. D'après moi, les jeunes filles qui arrivent, les jeunes femmes qui arrivent, voient plus grand, se projettent davantage et surtout identifient de manière plus lucide ce qu'elles doivent mettre en phase entre leurs ambitions au sens large et les moyens. Je ne vais pas me sous- ou me dévaloriser. Je vaux tant, donc je dois négocier tant. On peut très bien avoir des méthodes de se fixer des objectifs ultimes et puis quand on arrive à la moitié, c'est déjà pas mal. Mais si on part à 0+, on ne va pas aller très loin. Donc ça s'apprend. Ça se travaille dans des programmes avec du mentoring. Ça se travaille dans les réseaux. Mais avant de travailler dessus, il faut déjà en être consciente. D'après moi, les femmes participent au bouleversement du rapport à l'argent parce que c'est aussi un bouleversement du système et de ce que c'est que l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil de libération. C'est important. On ne fait pas n'importe quoi pour de l'argent. Les femmes vont bouleverser le système. Il n'y a pas si longtemps pourtant, ce n'était pas évident à la fin des années 70 pour Isabelle de Bayance, sortie de la première promotion mixte d'HEC. À l'époque, c'est vrai que c'était pas fréquent de voir des femmes travailler et des femmes avoir des postes de cadre. Et quand elles le faisaient, il fallait qu'elles d'abord se préoccupent de leur vie familiale, ensuite elles se préoccupaient de leur travail. Donc j'ai toujours travaillé, j'ai fait plein de choses dans un univers qui n'était pas du tout adapté aux femmes à l'époque puisque j'étais dans la finance et en province. Je me suis rendu compte que de toute façon, j'avais aucun espoir d'avoir un poste de dirigeant dans le monde où j'étais. Je trouvais ça pas très normal de voir des gens qui n'étaient pas forcément mieux que moi prendre les places simplement parce qu'ils étaient des hommes. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment, ça énerve, quoi. Et donc, j'ai créé une première société en 1990 de conseil. Et là, j'ai découvert l'indépendance. Là, j'étais obligée vraiment d'être totalement autonome. C'est moi qui facturais, c'est moi qui devais faire vivre ma petite société. Et ça a pas mal marché. Mais j'ai toujours souffert en fait de ne pas être opérationnelle, parce que quand vous êtes conseil, vous n'êtes pas opérationnel. Et donc je me suis dit, il faut absolument que je prenne des parts dans le capital des jeunes entreprises. Et j'ai monté mon premier fonds d'entrepreneurs, qui était un fonds qui associait des chefs d'entreprise, qui était là pour financer et accompagner des jeunes entreprises. C'était un mouvement naissant, mais qui allait persister, et qu'il fallait absolument qu'il y ait des gens pour financer, des petits fonds pour financer ces entreprises naissantes. J'ai réussi à convaincre mes investisseurs parce que ça correspondait à l'époque, c'est encore maintenant, à un vrai besoin. Ce sont des gens qui ont de l'argent, qui ont envie de placer une partie de leur patrimoine de façon intelligente, sans perdre leur argent. Ils apportent aux entreprises leur savoir-faire, leur réseau, leurs compétences, etc. Donc c'est un modèle très vertueux. Une de mes qualités, c'est une fantastique énergie, un fantastique enthousiasme qui est communicatif. C'est-à-dire que j'arrive à faire passer mes idées et j'arrive à faire en sorte que les gens aient confiance en moi. Une femme, aujourd'hui, elle ne doit pas se considérer comme une victime. Il faut qu'elle se dise qu'elle est comme un homme et qu'elle peut arriver à faire exactement les mêmes choses qu'un homme, sans aucun état d'âme. Et je vais vous donner mon cas actuel. Moi, je suis en train de monter donc, mon Fa dièse 3. J'ai 60 ans et donc j'en ai pour 10 ans. Donc ça veut dire que je m'engage jusqu'à 70 ans. Même pas peur. Ça me fait absolument pas peur. Parce qu'en plus, j'ai autour de moi des gens qui ont tous âges et vraiment... L'âge n'a pas d'importance. Vraiment, aucune importance. Les femmes doivent s'emparer du mot argent et en parler carte sur table entre elles.
Corinne Albert nous parle de ses motivations. Dans ma famille, c'est mon père qui était l'homme d'affaires, qui gérait le patrimoine, qui payait les impôts, qui faisait les chèques. Et ma mère, elle était à la maison, elle s'occupait bien de nous et c'était une hôtesse au bras de mon père. Donc pour moi, déjà de faire des études supérieures, de gagner de l'argent, c'était extrêmement nouveau. Et en plus, le placer, le faire fructifier, c'était pas un rôle de fille. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu participer à notre think tank Women and Money, c'était pour enlever ces tabous, essayer de sortir de cette éducation extrêmement classique et me prendre en charge, me prendre en main et prendre mon destin en main pour être un modèle pour mes filles. Les femmes doivent mieux s'informer et se former pour bien gérer leurs revenus et leur patrimoine. Mais attention, Laurence Bachmann nous alerte. Les entreprises et la société doivent s'impliquer à leur côté. Il s'agit pour les femmes de sortir de l'illusion d'égalité, où la plupart des femmes sont convaincues qu'on est arrivé à l'égalité, qu'il n'y a pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes. Donc ce premier pas, à mon sens, serait vraiment de prendre conscience de ces inégalités-là. Cette prise de conscience sur les rapports de pouvoir entre les sexes n'exclut pas l'amour, dans le sens qu'on peut aimer son mari tout en lui demandant, parallèlement, de faire un petit peu plus de ménage. Au même titre qu'on peut apprécier son employeur tout en lui demandant une augmentation. Ensuite, il s'agit à mon sens de cultiver des espaces d'entre-soi féminin, c'est-à-dire de pouvoir parler d'argent, mais de manière libre, c'est-à-dire sans la présence des hommes, pour que les femmes vraiment puissent prendre conscience de ce qui se trame autour des rapports sociaux de sexe et l'argent. Il me semble aussi que la prise de conscience, c'est une chose, mais elle doit aussi être suivie d'une action collective, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas à assumer individuellement les discriminations qu'elles subissent. Il est important que les choses s'effectuent aussi au niveau législatif, au niveau institutionnel. On a toutes à gagner de cette prise de conscience et de cette action. Et maintenant, faisons le bilan. Qu'avons-nous appris ? Le programme Women and Money a changé mon rapport à l'argent. Je m'aperçois que je gère mieux mon argent. De la cigale qui dépensait tout son salaire, je suis devenue quelqu'un de plus raisonnable, qui fait des meilleurs choix. Je suis plus consciente et du coup, mes options sont plus satisfaisantes. Je ne m'étais jamais posé la question de mon rapport personnel à l'argent. Je me suis rendu compte que ce que j'avais entendu du message de ma mère et de mes grands-mères par rapport à l'autonomie, je l'avais vécu par le minimum. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré qu'est-ce qu'il me faut au minimum pour vivre moi par rapport à mes besoins, pour vivre de façon autonome, indépendante de l'homme avec qui je partage ma vie, et qu'est-ce qu'il me faut au minimum pour élever mes enfants. Et j'ai toujours été dans le minimum. Alors qu'avec le programme, maintenant, je me rends compte qu'il faut que j'ose aller vers grandir, vers davantage d'argent et oser en fait envisager pour moi le maximum. Notre programme m'a permis de rencontrer des notaires, des banquières, des assureurs, de parler de retraite, de parler de placement, de mieux appréhender les perspectives de mon avenir. Voici, pour conclure, ce qui nous paraît essentiel pour avancer. Je voudrais partager avec les femmes deux choses. D'une part, notre obsession à vraiment essayer de rendre ce sujet plus fun, plus attirant, pour vraiment prendre la mesure de toutes les options qui s'offrent à nous et pour vraiment choisir les meilleures, celles qui nous conviennent le mieux. Et la deuxième chose, c'est que j'espère que ce film pourra contribuer à accompagner les femmes à joindre donc ce cercle vertueux qui dirait en quelque sorte « je gère mieux mon argent, je me sens plus en sécurité, j'investis mieux, je partage mes astuces, je me fais plaisir, je gère mieux mon argent, je me sens en sécurité, je me fais plaisir, ainsi de suite ». Je pense que c'est très important que ce film soit partagé donc à l'intérieur des réseaux, dans nos entreprises, avec les collègues, mais aussi que dans les entreprises, qu'il soit montré au DRH, au comité de direction, pour que collectivement on ait cet accompagnement et ce changement dans la société. Je voudrais partager avec les femmes que finalement l'argent c'est une matière à travailler. Et donc l'utiliser comme un projet, en faire finalement un but en soi. Pour aller plus loin, pour développer, apprendre à gérer, etc., on peut commencer à envisager de créer des clubs d'investissement, on peut envisager de se retrouver ensemble pour parler aussi collectivement des freins, des motivations qu'on a par rapport à l'argent. Je voudrais que ce film permette à toutes les femmes,
nos filles, nos amis, nos collègues, de diffuser ce message que l'argent est quelque chose dont on doit parler et aussi qu'on doit prendre des risques et qu'on doit pouvoir gagner de l'argent et le dépenser et en profiter et atteindre nos rêves. Je pense que c'est ça le message. Il faut oser, mais y aller et agir. Préparons notre avenir, passons à l'action, en diffusant et en partageant ce film autour de nous. For me, Women and Money is all about you own your life.